Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la rétrospective de l'actualité ce dimanche sur les antennes de Canal 2 International. Ce dimanche, nous parlerons beaucoup de santé. D'ailleurs, à la faveur de la 15e journée internationale du bégaiement qui a été célébrée dans la région du littoral à Douala et un peu partout dans toutes les 10 autres régions du Cameroun. Le docteur Jacob So est rééducateur orthophoniste. C'est notre invité ce dimanche. Ensuite, nous parlerons de l'hypertension artérielle. Quelles sont ses causes, ses conséquences et est-ce qu'on peut l'éviter? C'est autant de questions qui auront des éléments de réponse tout au cours de cette édition de la rétrospective ce dimanche sur les antennes de Canal 2 International. Et puis cette semaine qui s'achève, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a signé d'importants décrets nommant donc des préfets de département et les secrétaires généraux de région et ensuite quelques inspecteurs généraux. Mesdames, Messieurs, dans cette édition de la rétrospective, nous tenterons donc de commenter aussi et puis à l'étranger de comprendre le M23 qui, pense-t-on, est soutenu par le régime de Kigali au Rwanda. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de la rétrospective de l'actualité sur Canal 2 International. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Invité de la rétrospective ce dimanche, le docteur Jacob So l'a annoncé, c'était donc à la faveur de la 15e journée du bégaiement célébrée à Douala. Quelques événements majeurs sont survenus au cours de cette célébration qui ont permis donc de comprendre le rôle fondamental des médecins camerounais dans le cadre de la lutte contre ce trouble de la parole. Pour tenter de comprendre donc cette journée célébrée dans la région du littoral, voici le compte rendu de Lille Piedjou et de Jérôme Demenou. Le temps que je parle comme ça, c'est comme si je n'avais plus de souffle là. 3% de la population camerounaise souffre de bégaiement, dont 3 sujets masculins et un sujet féminin. Ce handicap social mal compris n'est pas inné. On ne naît pas bègue, on le devient seulement. Ce trouble de la communication débute le plus souvent vers 2 ans, rarement à l'âge adulte. Il n'y a pas de cause unique, mais un ensemble de facteurs concourent à son apparition. Le retard de langage parfois, un retard de parole, le climat familial tendu, le changement de nourrice, changement d'école brusque, tout trait qui peut être lié à l'hémisphère cérébral droit, aussi tout trait qui peut être lié à des processus d'ordre auditif. Bon, on a aussi des facteurs qui peuvent être parfois psychologiques, des facteurs qui peuvent aussi parfois jouer sur l'environnement. Malheureusement, le bégaiement provoque les moqueries, la gêne, la honte et le rejet. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité, il est possible d'en guérir. Guérir du bégaiement dépend de double aspect. Pour ça, je dis certainement oui, puisque le bégaiement est classé en cas de grand groupe. Quand le bègue arrive à notre niveau, on est obligé de l'évaluer sur plusieurs plans. S'il est au premier degré, deuxième degré, troisième ou quatrième degré. C'est en fonction de toutes ces pathologies-là qu'on est à mesure de l'évaluer et on est à mesure de voir ce qu'il y a lieu de faire. À l'occasion de la journée mondiale du bégaiement qui se célèbre tous les 22 octobre, l'accent est mis cette année sur la prévention. L'accent même de cette année, puisque nous serons comme ça le jour de la célébration de la 15e journée mondiale du bégaiement, dont le thème c'est une voix et des choses à dire, la prévention est mise en accent. Plus l'enfant vient très tôt, plus l'enfant a de la chance de pouvoir trouver sa parole vraiment fluide. Les personnes bègues ne demandent qu'à être écoutées, comprises et guéries. Car pour beaucoup, le bégaiement constitue un handicap sévère dans la vie et une source de perturbation pour l'entourage. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous à la rétrospective de l'actualité ce dimanche sur Canal 2 International. Nous recevons donc le docteur Jacob So. Il est rééducateur, orthophoniste. Il est président de l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. À l'occasion donc de la célébration de la 15e journée du bégaiement, il y a eu plusieurs conseils qui ont été prodigués. Il y a également quelques patients qui ont été reçus dans quelques centres, dans quelques institutions pour discuter un peu de cette maladie avec les invités spéciaux d'ailleurs. Bonjour, monsieur Jacob So. Bonjour, monsieur Sèche. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, vous êtes docteur. On parlera donc de votre métier d'entrée de jeu. Un rééducateur orthophoniste, c'est quoi cette fonction? Cette fonction est un peu méconnue par le grand public. C'est un spécialiste qui s'occupe des différentes pathologies de la voix, telles qu'une voix enrouillée, une voix cassée, le malmenage vocal, le surmenage vocal, des troubles du langage, tels que le retard de langage, l'absence de langage,
des troubles d'articulation du son, des phrases parfois mal construites, quelqu'un qui a perdu de la parole, une aphasique, aussi beaucoup plus de certains troubles liés au langage oral, qui peut être d'ordre peut-être dyslexique, quelqu'un qui n'arrive pas à bien écrire, qui n'arrive pas parfois à bien lire, et quelques troubles associés, tels que parfois on peut avoir un retard psychomoteur, parfois un problème de déglutition, ou bien parfois un problème de surdité. Donc c'est quelqu'un qui est situé beaucoup plus au centre neurologique, centre éducatif, centre social et centre psychologique. Est-ce qu'il y a des institutions d'encadrement pour devenir rééducateur orthophoniste au Cameroun? Est-ce que c'est un choix pour beaucoup à ce niveau? Non, malheureusement sur place, on n'en a pas des centres sur place, ce qui fait que pour pouvoir se former, c'est beaucoup plus à l'extérieur. Voilà. Vous êtes donc président de l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. Votre association, elle existe depuis combien de temps et quels sont ses principaux chevaux de bataille depuis qu'elle existe? L'association existe déjà environ 10 ans aujourd'hui. Et notre but principal, c'était de sensibiliser au maximum des personnes souffrant de différentes pathologies, de la voix, de la parole et du langage. Puisque moi-même qui vous parle, je suis un ancien bec. Donc c'est à partir de nous, à partir de moi, de certains collègues, de certains amis que nous avons étudié. Que pourquoi pas mettre sur pied cette association qui peut lutter pour les intérêts des personnes qui souffrent de ces différentes pathologies de la voix, qui est encore beaucoup plus méconnue par le grand public, comme je disais tout à l'heure. Puisque généralement, parfois, quand vous avez un cas, parfois on ne sait pas chez qui parfois recommander. Donc l'association est là pour pouvoir mieux aider, pour pouvoir recommander et pour pouvoir mieux diriger. Et nous, autour de nous, nous travaillons beaucoup plus avec des professionnels de la santé. Voilà, lorsque quelqu'un arrive chez vous et qu'il souffre du bégaiement, comment vous procédez? Quelles sont donc les mesures immédiates que vous prenez? Quand quelqu'un arrive, beaucoup plus ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire une évaluation préalable du trouble. Après l'évaluation du trouble, c'est d'essayer maintenant de classer quel type de bégaiement il s'agit. Parce qu'on peut avoir le bégaiement clonique, le bégaiement tonique. En fonction de ces deux cas, et en fonction de la gravité, puisque le bégaiement aussi peut parfois être classé en 4 grands groupes. Dès qu'on a le bégaiement léger, le bégaiement moyen, le bégaiement profond, le bégaiement sévère. C'est en fonction de toutes ces pathologies qu'on essaie de classer le malade. Et le cas échéant, maintenant on voit comment faire des séances de rééducation orthophonique, presque des séances d'éducation orthophonique, qui dépendra. Ça peut peut-être prendre 20 séances, 30 séances, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc c'est en fonction de la gravité de tout un chacun. Est-ce que derrière ça, il y a aussi souvent la volonté réelle même du patient de guérir? Est-ce qu'il y a des patients que vous avez suivis, malheureusement, qui n'ont pas pu éviter donc ce trouble de la parole? Non, comme toute maladie, comme toute pathologie, je crois qu'en santé, donner le résultat parfois à 100%, c'est peut-être autre chose. Mais nous mettons tous les accents sur place pour que le malade puisse, préalable au moins, pourquoi pas à 70%, 80%, essayer de trouver une parole vraiment fluide. Mais nous mettons beaucoup plus parfois l'accent chez des enfants. Quand on parle de traitement, ça touche beaucoup plus parfois des enfants. Parce que l'enfant, au niveau des muscles subglottiques ou bien subglottiques, ne sont pas encore bien développés. Le parent a aussi des possibilités de pouvoir beaucoup plus l'aider à la maison. Pas des guidances parentales, pas des exercices pratiques que nous donnons. Parce qu'il faut essayer de travailler. Est-ce qu'au niveau de la langue se positionne très bien? Au niveau des praxis, c'est comment? Et voir aussi au niveau parfois du diaphragme. Parce que la base beaucoup plus parfois de la parole, c'est au niveau du diaphragme, au niveau du souffle phonatoire. Comment mieux altérer pour que l'air puisse bien remonter et que l'enfant puisse avoir une parole beaucoup plus fluide. Mais parfois chez des personnes âgées, on essaie parfois mieux de leur conseiller comment gérer au quotidien leur trouble, puisqu'il vit déjà avec. Donc chez lui, ce n'est pas parfois facile, mais ça demande parfois beaucoup plus de forte détermination. Est-ce que dans votre recherche, il vous est arrivé parfois de penser que les personnes peuvent subitement devenir bègues dans la vie? Est-ce que c'est arrivé? Non, pas qu'à notre niveau. Ce qui est sûr que parfois, on a aussi parfois des bégaiements acquis. Tu vois quelqu'un parfois à la suite d'un AVC, soit peut-être à la sortie, ou bien il faut absolument une rééducation. Quand il fait un coma, ou bien un traumatisme à la sortie, il commence parfois à buter parfois sur des mots. Donc généralement parfois, et le bégaiement parfois devient un peu parfois très comique. C'est pas que nous mettons beaucoup plus l'accent sur ça, sur cette pathologie parfois, parce que vous voyez parfois dans la rue, c'est facile parfois d'imiter le bec. Donc vous voyez qu'à tout moment, n'importe qui peut dire... Mais est-ce qu'à force d'imiter, on connaît, il y a beaucoup de comédiens aujourd'hui qui sont sur la place nationale de Douala et qui interviennent dans beaucoup de chaînes de télévision et de radio, ou alors qui font des comédies dans des espaces publics. Est-ce qu'à force d'imiter le bec, est-ce qu'il peut arriver, il y a de fortes chances que vous puissiez devenir bec? Non, mais là, ça c'est beaucoup plus dans la proportion des tout petits. Parce que en ce moment, l'enfant a un facteur psychologique qui n'est pas encore bien développé. C'est pas qu'à tout moment, parfois, vous allez voir un enfant, que le parent peut-être peut parfois vous dire que c'est en imitant l'enfant du voisin que mon fils a commencé parfois à buter sur des mots. C'est juste parfois des facteurs psychologiques qui peuvent juste parfois entrer en jeu, mais pas d'une façon mécanique.
Ce n'est pas parce qu'en imitant l'enfant du voisin que tu peux imiter, mais si tu as des aspects psychologiques un peu faibles en ce moment, votre bégaiement peut parfois s'installer. Voilà. Merci Dr So d'être notre invité ce matin. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous parlons donc en politique d'importants décrets ont été signés par le président de la République le 22 octobre 2012 dernier, nommant les préfets de département, les secrétaires généraux des régions et les inspecteurs généraux. Reportage. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le commandement au Cameroun. Parmi les préfets nommés suite au décret signé du chef de l'État, en date du 22 octobre 2012, un poste stratégique vient d'être confié à une femme de caractère qui aura roulé sa bourse dans l'administration. Antoinette Justine Zongo a été nommée préfet du département du Konki, dans la région de l'Ouest Cameroun. Après une riche et fructueuse carrière, c'est le mérite qui est ainsi récompensé. C'est des sentiments d'une personne qui est consciente de la très haute mission que le chef de l'État vient de lui confier. Et en ce qui concerne la joie, je ne saurais comment dire merci au chef de l'État pour la confiance qu'il vient de témoigner à ma modeste personne. Pour cette haute confiance, je veux donner le meilleur de moi-même, me surpasser si besoin en était pour lui donner satisfaction. Antoinette Justine Zongo est née le 2 septembre 1962 à San-Mélima dans le département de Djaïlobo où elle a effectué ses études primaires et secondaires. Après l'obtention de son baccalauréat série A4, elle entre à l'université de Yaoundé 1 d'où elle ressort nantie d'une licence en droit en 1986. En 1987, elle intègre l'école normale d'administration et de magistrature à Yaoundé. 2 ans après, elle devient administrateur civil principal. Commence alors une longue et riche carrière professionnelle. Affectée à la délégation de l'urbanisme et de l'habitat dans la région du littoral, en 1994, elle devient conseiller aux affaires juridiques et financières toujours dans la région du littoral, poste qu'elle va occuper pendant 12 ans. En 2006, elle est nommée premier adjoint préfectoral de la Sanaga maritime. Depuis 2008, elle était sous-préfet de l'arrondissement de Ngoumou. Le nouveau préfet du département du Konki est marié et mère de 5 enfants. Nomination à la préfectorale, la région du Nord-Ouest s'en tire avec 7 préfets mutés. Joseph Bertrand Maché, Mamadou Haman, Bertrand Dodeme Sapé, Théophile Nzeki et David Mbe ont opéré un mouvement de chaises à l'intérieur des différents départements du Nord-Ouest. Quant à Isaac Mundourou, l'heure a sonné pour la retraite. Un qui n'a pas bougé, Norbert Valérie Kwela, du Ngoke Tundia. Eh bien, ma réaction ne peut être naturellement qu'une réaction de gratitude. Je saisis l'opportunité que vous m'offrez pour exprimer à l'endroit du chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya, toute ma gratitude pour la confiance qu'il a bien voulu me renouveler. Et je tiens à rassurer que je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour continuer à bénéficier de cette haute confiance. Au rang des promotions, le secrétaire général de la région est désormais chef de terre dans le département du Mayou-Louti. 58 départements du pays ont été ciblés par ce décret du président de la République. Je ne peux que me sentir heureux et ça me donne l'occasion de remercier le chef de l'État et à travers lui toute ma hiérarchie pour avoir béni cette occasion. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier toutes les forces vives et les populations du département de la Mézam pour tout l'appui et la collaboration dont j'ai pu bénéficier lors de mon séjour d'un peu plus de 4 ans dans ce département. Je suis très ému parce que par cet acte, il a juste interprété mes vœux. Je suis très content. Je remercie le chef de l'État. Il faut s'attendre désormais à une vague d'installation, occasion d'une prise de contact entre les nouveaux promus et leurs collaborateurs de terrain. Les défis spécifiques de chaque département, ainsi que les attentes des administrés, seront aussi dévoilés. Pointe déjà à l'horizon l'organisation tambour battant des futures consultations électorales.
Docteur Sow, on a remarqué que dans ce reportage, quand même, il y a une femme qui devient donc préfet du département du Konki dans la région de l'Ouest Cameroun. Est-ce que c'est là la promesse du chef de l'État qui avait donc décidé de valoriser la gente féminine et de permettre que la femme participe au développement de notre pays? Je crois que pour cette fois-ci, au moins les femmes, pour une première fois, vont être quand même à l'honneur. Voilà. Mais c'est ce que les femmes demandent depuis fort longtemps. Vous constatez que les femmes organisent des forums tous les jours. Voilà, pour une entreprise valable ou bien pour une agence féminine. Donc c'est beaucoup plus des encouragements. Je crois que pourquoi pas d'ici peut-être une femme gouverneur. Peut-être ça viendra, c'est aussi le vœu de toutes les femmes. Donc, voilà, et dans d'autres pays, même des femmes sont chefs d'entreprise et sont même chefs d'État. Ok, ça prouve donc l'ouverture aujourd'hui prônée par le président de la République et plusieurs autres acteurs politiques. Nous restons donc cette fois-ci pour évoquer quelques chantiers qui attendent le nouveau préfet du département du Vori, Nasseré Paul Beya, qui a été nommé suite au décret du président de la République. Des doléances qui sont donc très importantes et qui sont énumérées dans ce reportage que signent lui Roger Noadieu et Freddy Koué. Nassiri Paul Beya est le nouveau préfet du département du Vouri. Précédemment, à la tête du département de la Ménois, dans la région de l'Ouest, cet administrateur civil principal remplace à ce poste vacant depuis plusieurs mois Bernard Okalabilaye, actuel gouverneur de la région du Sud-Ouest. L'homme qui arrive à Douala, une ville cosmopolite, aura à faire face à de nombreux défis à relever. La priorité, c'est les routes. Il y a également le problème de santé. Il faut qu'il fasse vraiment quelque chose de mieux pour mettre en place la bonne structure, la bonne gérance des mototaximans. Nous sommes trop menacés. Il faut que le préfet essaye de faire quelque chose. Il y a trop de bandits et aussi il y a problème de lumière. Il y a problème de piraterie. Il faut d'abord qu'il essaye d'éradiquer ce problème. C'est vrai qu'il arrive au moment où Douala a d'énormes problèmes de circulation, notamment le deuxième pont sur le Vouri. Donc nous pensons que le nouveau préfet viendra accélérer les choses et que pour le bien-être des populations du Vouri. Aujourd'hui, on ne sait par exemple pas que le taxi, c'est 4 places. La jeunesse, c'est que c'est 5 places, ce qui n'est pas normal. Il y a des problèmes fonciers qui sont énormes. Il y a des problèmes aussi, toujours au niveau de la cité, du désordre urbain. Ces défis, à quelques exceptions près, seront aussi relevés par Oda Thomas, le nouveau préfet du département du Mungo, et Abaté et Jean de la Sanaga maritime, puisque le préfet d'Unkam, Bilounougou Félix, a été maintenu à son poste. Cette fois-ci, nous parlons donc d'éducation avec les étudiants qui ont repris le chemin des amphis le lundi 22 octobre dernier. Robert Charlie Tork, notre reporter, était dans les amphis de l'université de Douala. Voici son compte rendu à l'occasion de cette première rentrée académique pour l'année 2012-2013. Lundi 22 octobre 2012 est jour de rentrée académique à l'université de Douala. Et pour cette journée, le maître mot pour la réussite certaine est le travail. L'université de Douala, vous voyez qu'il y a abondamment d'étudiants, il y a des enseignants. Dans tous les amphis où je suis passé jusqu'à maintenant, les étudiants étaient là, les enseignants étaient là à l'heure et ils ont commencé effectivement leur enseignement. Le recteur m'a demandé de transmettre aux étudiants un message, leur demander de travailler. Dans les amphithéâtres, les cours sont effectifs malgré le caractère pléthorique de certaines. Pour les nouveaux venus, les repères ne sont pas encore présents. Les avis sont partagés sur les nouvelles méthodes de préinscription et d'inscription mises en place par le rectorat. Les préinscriptions sont passées dans les bonnes conditions, malgré l'attroupement des nouveaux étudiants. Mais l'université a essayé de faire quelque chose de bien pour nous. Ils ont essayé d'adapter les conditions humaines pour ne pas avoir certains accidents sur le lieu. Quand vous arrivez, vous trouvez déjà, vous êtes en retard d'abord d'un. Sauf vous-même, parfois ne pas être reçu ce jour, vous êtes obligé de renvoyer un autre jour. Et en ce qui me concerne, moi j'ai fait pratiquement 3 jours pour me préinscrire à l'université de Douala.
S'agissant des plaintes suite à la présence des guichets parallèles existants au sein des campus, le vice-recteur effectue une mise au point. Les opérations de préinscription et les opérations d'inscription des anciens étudiants, n'est-ce pas, de deuxième année, de troisième année, se sont faits un peu simultanément. Donc ces étudiants-là venaient s'inscrire directement, n'est-ce pas, dans leur faculté. Mais en ce qui concerne les premières années, tout le monde a fait la préinscription, évidemment, à part quelques cas très marginaux. Pour le compte de l'année académique 2012-2013, l'Université de Douala entend accueillir 20 000 nouveaux étudiants. Poursuivons donc cette rétrospective de l'actualité sur Canal 2 International ce dimanche pour parler cette fois-ci la chaîne de télévision toujours plus près de vous. Canal 2 International s'est intéressé au fonctionnement des pesages et des payages au Cameroun. Où va l'argent issu de ces espaces qui engrangent des fonds importants? Jean-Jacques Zé évoque ici ce à quoi peut servir cet argent qui reste très important pour le développement des infrastructures routières au Cameroun. Les stations de pesage de Déa et de Douala sont une illustration du déficit d'entretien qui a toujours caractérisé le Cameroun. Des dizaines de camions camerounais, tchadiens ou centrafricains sont pesés par jour, avec bien évidemment des amendes infligées à ceux qui ne respectent pas la réglementation. Les pesages ne sont donc pas dépourvus de moyens. Ils génèrent au quotidien des revenus censés renflouer les caisses du Fonds routier national. Institué par la loi numéro 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier, les stations de pesage se sont au fil des ans dégradées, comme c'est le cas en image ici, mais également dégradées avec la percée des pratiques de corruption et de détournement des deniers publics, pratiquement comme les péages, dont les recettes diminuent curieusement alors que le parc automobile et le nombre de routes bitumées augmentent au Cameroun. Pourtant, l'État a mis en place une série de structures pour veiller au fonctionnement, au contrôle et à la rentabilisation des pesages. Le comité interministériel de suivi des opérations de pesage routier, par exemple, chapeauté par le ministre des Travaux publics comme président, la vice-présidence est assurée par le ministre des Transports, avec pour membres les départements des Finances, de l'administration territoriale, de la défense, de l'aménagement du territoire et les mouvements syndicaux. Une superstructure donc, créée par une décision du Premier ministre en 1998 et qui est attendue sur le plan des résultats. Parce que parmi ces 7 missions principales, outre celles de contrôle et de supervision, sont mentionnées les missions de proposition, de mode de gestion, mais aussi la diffusion des données statistiques, c'est-à-dire les recettes. Sujet visiblement tabou qui installe un flou dans la gestion de ces pesages boueux. Comment mettre donc en œuvre les objectifs de ces pesages quand eux-mêmes suscitent des inquiétudes? L'État leur demande d'assurer le financement des programmes de protection du patrimoine routier national. Il attend de ces pesages le financement des campagnes de prévention et de sécurité routière, mais aussi l'entretien du réseau routier, la réhabilitation et l'aménagement des routes. C'est-à-dire que l'argent recueilli dans les pesages et les péages devait permettre aux routes camerounaises de s'auto-entretenir. Et si ça marchait, le président Paul Biya ne devait plus se retrouver en train de financer spécialement la réhabilitation des routes. Peut-être devrait-on rapidement aller à la proposition de Patrice Ambassala, le ministre des Travaux publics. Il préconise l'automatisation des pesages et des péages. Mais avant, il faut le reconnaître, les caisses de l'État auront été lessivées. « 350 kg de chanvre indien ont été saisis par les éléments de la 3e région de gendarmerie de Ngaoundéré. Alain Ebel Olinga, voici son compte rendu à la suite de cette arrestation des individus qui étaient concernés par ce trafic. Les éléments de la 3e région de gendarmerie, commandés par le colonel Esso Jules César, viennent de mettre la main sur 350 kg de chanvre indien à Ngaoundéré. La saisie de cette cargaison de stupéfiants a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche, alors que le camion servant au transport franchissait la barrière de Wakwa, située à l'entrée de la métropole de la région de l'Adamawa. Après avoir traversé plusieurs checkpoints douaniers et des postes de contrôle de police sur la nationale numéro 1, le véhicule est tombé dans les filets du peloton routier motorisé de Ngaoundéré, conduit par l'adjudant-chef-major Jean-Claude Abbé. 350 kg de cannabis, c'est pas donné. Mais nous savons toujours que l'ouverture
la route Berthoud-Yaoundé va apporter certainement beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. À ce sujet, nous demandons l'implication et la participation des populations. Durant la fouille minutieuse qui va s'ensuivre, les Pandores vont retrouver enfouis au milieu des régimes de bananes et de plantains 7 sacs de chanvre indien soigneusement conservés, voulant se faire passer pour des légumes ordinaires. Selon les dires du chauffeur du camion, qui bénéficie encore de la présomption d'innocence, la marchandise était acheminée à Kousséri dans l'extrême nord et 300 000 francs CFA, représentant les frais de transport, lui auraient été remis à Djombe par un certain Étienne. Toujours dans la lutte contre les stupéfiants à Douala, cette fois-ci, à l'aéroport international, plus de 6 kg de drogue ont été saisis par les éléments de la douane camerounaise. C'est donc un reportage que signent Armenga et Stéphane Pinac qui se sont rendus à l'aéroport international de Douala pour suivre de près cette arrestation à la suite donc, de ce matériel important qui vient d'être acquis par les éléments de la douane camerounaise au niveau des aéroports du Cameroun. C'est grâce à ce matériel dernière technologie et à la vigilance de la brigade antidopage de la douane camerounaise qu'une importante quantité de drogue a été saisie cette nuit à l'aéroport international de Douala. Le suspect, de nationalité nigériane, s'apprêtait à embarquer pour son pays. Après un périple dans plusieurs pays voisins, lorsqu'il a été appréhendé, son comportement suspect ayant attiré l'attention. Dans le cas du traitement d'un vol Kenya Airways en provenance du Kenya, l'attention des agents a été attirée sur un passager dont le comportement était suspect. L'analyse comportementale a donc poussé l'agent à regarder dans les colis et on s'est rendu compte qu'il y avait des sacs qui étaient vides, des sacs à dos qui étaient vides, et une fouille approfondie a permis de voir que des coutures artificielles avaient été faites à l'intérieur des sacs. Et le poteau rose a donc découvert 6 sachets de 1,1 kg chacun. Et le test... 3 sacs à dos contenant chacun 2 paquets de 1,15 kg pour un total de plus de 6,3 kg de cocaïne ont soigneusement été rangés dans cette valise dans laquelle a été introduite du naphtalène pour masquer l'odeur trop forte de la drogue. Ekboka Ikechukwu, le suspect, s'est défendu de connaître le contenu de sa valise, se présentant plutôt comme étant un homme d'affaires, transportant un colis pour une tierce personne. Les tests effectués par la suite ont confirmé qu'il s'agissait bel et bien de substances illicites qui ont été acheminées, le suspect avec, sous-scellé à la police judiciaire, sous ordre du procureur pour besoin d'enquête. Retour une fois de plus sur le plateau de la rétrospective de l'actualité sur Canal 2 International ce dimanche. Dr So, nous parlons donc du bégaiement ce matin. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui par les autorités de la ville pour permettre à ce que les enfants ne puissent plus véritablement tomber dans ce trouble de la parole? Est-ce que les autorités vous accompagnent dans ce que vous faites chaque jour? Non, pas pour le moment, mais je crois que ça doit venir, puisque ce sont des actions que nous sommes en train de mener sur des terrains. Ce n'est pas des partenariats avec certaines personnes avec qui nous travaillons que nous sommes en train d'aller vers le ministère. Chaque année, nous sommes de déposer des rapports, mais ils savent déjà. Mais ce qui est sûr que d'ici, pourquoi pas d'ici 2 ans, 3 ans, l'État peut y a commencé peut-être à prendre des actions cibles. En ce qui concerne, il y a parfois ce que c'est que le bégaiement et autres troubles de la communication. Voilà, pour sortir donc de ce bégaiement dont nous parlons ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement aujourd'hui? Est-ce que vous avez une doléance à l'endroit et des pouvoirs publics, et aussi est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux parents qui ont des enfants qui sont bègues? Ce que je peux par là dire, c'est juste d'abord dire que le bégaiement ne constitue pas un tabou et que le bégaiement n'est pas une fatalité et qu'il est impossible d'en guérir. Là, on a parfois 12 aspects. Comment mettre l'accent sur la prévention et comment mieux gérer et aider la personne qui souffre de ces pathologies. La doléance que nous pouvons demander beaucoup plus au pouvoir public, c'est de voir comment pouvoir prescrire ces différentes pathologies, espèces même dans le cahier de santé des enfants. Aller vers le ministère de l'Éducation, poser beaucoup plus de manières pour pouvoir inscrire un enfant. On essaie de pouvoir différencier.
est-ce que l'enfant présente toutes ces pathologies? Parce que parfois on regarde seulement que d'autres aspects, mais l'aspect langage même, on ne sait pas parfois de regarder. Donc la VOPABEC, je crois que c'est un apport. Ce n'est que pas des actions que nous allons mener, que nous allons aller peut-être vers le pouvoir public, parce que l'État ne peut pas tout faire seul. Vous voyez que si nous sommes sur le terrain, il y a des puits. C'est pour pouvoir un peu exciter le pouvoir public à mieux comprendre qu'il y a ce côté handicap vraiment qui est vraiment défavorable. Voilà, pour la jeunesse camerounaise. Voilà, docteur Jacobson, merci d'avoir pris du temps ce dimanche sur Canal 2 International dans le cadre de la rétrospective pour discuter donc des questions de bégaiement. Et on espère que les doléances que vous avez à émettre sur ce plateau seront prises en compte et que les pouvoirs publics en charge de la santé et de l'éducation dans notre pays vont vous accompagner.